Après la signature des documents de divorce, j'ai discrètement coupé tous les accès financiers de mon mari. Et puis, lorsqu'il a organisé une somptueuse fête de mariage avec sa maîtresse, la musique s'est soudain arrêtée, un homme mystérieux est apparu et a prononcé une seule phrase. Tous les invités ont sombré dans l'hystérie. Cette histoire est basée sur des faits réels. Les amis, écrivez d'où vous venez et quel âge vous avez. C'est très intéressant de savoir qui nous regarde. Bonne écoute. Lorsque j'ai apposé ma signature sur les papiers du divorce avec mon mari, le jour même, calmement, sans bruit, je lui ai coupé tous les leviers financiers. J'ai bloqué l'accès à toutes ses cartes, aussi bien de débit que de crédit. Puis j'ai limité tout mouvement sur les comptes dont il avait l'habitude de se prévaloir, comme s'ils étaient les siens. Et déjà le soir, alors qu'il festoierait à son propre mariage luxueux avec sa maîtresse, une célébration qui, selon leurs calculs, devait leur coûter plus ou moins 70 000 €, la musique dans la salle s'interromprait brusquement, les conversations se tairaient, les lustres étincelants paraîtraient soudain trop lumineux, et j'entrerais bras dessus bras dessous avec un homme qu'aucun des invités ne connaît. Et une seule phrase, prononcée par cet homme, réduirait en miettes tout le spectacle soigneusement mis en scène par mon ex-mari. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir au jour où tout a officiellement commencé, dans la salle du tribunal de district de Munich, section des affaires familiales, où nous sommes venus mettre fin à notre mariage sur le papier. Dans la salle de conciliation, il faisait si froid et si peu accueillant que l'on aurait dit que la climatisation avait été délibérément poussée à fond pour geler tout ce qui restait de vivant chez les personnes assises autour de cette longue table en bois, polie jusqu'à briller. D'un côté était assis un homme dans un costume coûteux, dont chaque couture exhalait la certitude de sa propre infaillibilité. Cet homme s'appelait Marcus. Il s'était adossé au dossier moelleux de sa chaise, avait croisé les jambes et me regardait avec ce mépris condescendant avec lequel, chez nous, on regarde parfois une femme de ménage dans le couloir de sa propre entreprise. Moi, j'étais assise en face, l'épouse officielle qui, dans quelques minutes, deviendrait une ex-épouse sur le papier. Mes mains reposaient calmement sur ma longue jupe, les doigts entrelacés. Le foulard sur ma tête était noué simplement, sans fioriture, mais avec soin. Mon visage demeurait parfaitement impassible, ni larmes, ni colère, seulement un calme plat, presque minéral, qui empêchait quiconque dans la pièce de deviner ce qui se passait en moi. L'avocat de Marcus fit glisser vers moi un épais dossier. Le papier frotta sur la table plus bruyamment qu'il n'aurait dû. Dans ce silence glacial, on entendait tout. Marcus esquissa un sourire narquois, ajusta ses manchettes et se mit délibérément à parler plus fort qu'à l'ordinaire, afin que ni le médiateur, ni la secrétaire, ni mon avocat ne manquent un seul mot. Il déclara que ma décision de divorcer était la plus grande stupidité de toute ma vie. Puis, avec la même autosatisfaction, il se lança dans une longue tirade, expliquant que seul, dans une grande ville, je ne survivrais pas, que je n'étais, selon lui, qu'une simple femme au foyer qui, toutes ces années, avait vécu dans la chaleur et le confort uniquement grâce à son dur labeur à la tête du holding en tant que directeur général. Il assurait à tous ceux qui se trouvaient dans la pièce que je n'avais aucune compétence utile, hormis celle de dépenser l'argent qu'il gagnait, soi-disant, à la sueur de son front. Les mots jaillissaient de sa bouche avec une facilité déconcertante, comme s'il avait répété ce monologue à l'avance. Chaque phrase était empreinte de mépris, d'arrogance et de cette petite colère presque enfantine propre à quelqu'un qui croit trop en sa propre importance. Je ne l'interrompais pas, je ne discutais pas, je le laissais simplement aller jusqu'au bout. En moi, il n'y avait ni rancœur ni désir de polémiquer. Il y avait plutôt une surprise froide, face à la distance à laquelle l'odeur de l'argent et le sentiment de pouvoir peuvent mener un être humain. Je me souvenais très clairement de l'homme qu'il avait été autrefois, lorsqu'il était venu me voir, jeune et poli, une boîte de chocolat serrée dans les mains, se tenant dans le couloir de l'appartement parental, pour demander à mes parents leur bénédiction pour notre mariage. Eux hésitaient alors. Ils voyaient en lui trop d'ambition et trop peu de stabilité. Mais avec le temps, il s'était tellement habitué à ce que tout tourne autour de l'argent et des relations de nos familles, qu'il avait fini par croire que le monde lui appartenait désormais de plein droit. L'avocat assis à mes côtés tenta d'intervenir, leva les yeux de ses papiers
et commença à dire quelque chose pour me défendre. Mais je secouais à peine la tête et l'arrêtais. Je voulais entendre chaque mot jusqu'au dernier, je voulais que chaque phrase de Marcus s'imprime dans ma mémoire comme la raison la plus lourde de ne jamais, en aucune circonstance, me retourner. Lorsque Marcus se tut enfin et me regarda d'un air triomphant, il tendit ostensiblement à travers la table son stylo de luxe et me proposa, presque avec moquerie, de signer, si bien sûr je voulais vraiment, selon ses termes, vivre dans la misère. Il répéta qu'il ne me donnerait pas un centime des biens communs, affirma que je ramperais encore jusqu'à lui pour lui demander de l'argent et prophétisa que cela ne me prendrait pas plus d'un mois. Je pris le stylo sans hâte, sans trembler, parcourus du regard les principaux points de l'accord. Tout était exactement comme je l'avais prévu dès le départ, aucune revendication sur les biens communs, aucune prétention sur les parts de l'entreprise, un divorce net, sans condition ni litige. Pour Marcus, cela ressemblait à une victoire totale. Il était persuadé de rester le maître de tout ce qu'il avait administré ces dernières années en mon nom. Pour moi, c'était l'élément clé, le verrou silencieux d'un piège préparé à l'avance. Le reste, je l'avais fait avant ce jour. La pointe du stylo toucha la feuille blanche, et d'un geste assuré et régulier, j'inscrivis mon nom de famille à côté du cachet bleu circulaire. La ligne noire marqua la fin de notre mariage, qui avait duré de longues années. Le son du stylo glissant sur le papier était ferme, sans la moindre hésitation, de sorte que personne ne pouvait douter de ma détermination. Une fois terminé, je refermai le dossier et le repoussai doucement du côté de Marcus et de son avocat. Le médiateur, qui nous observait depuis le début, poussa un lourd soupir, voyant à quel point les gens peuvent être durs de manière différente, l'un par des paroles grossières et une assurance ostentatoire, l'autre par une décision calme et définitive. Marcus arracha presque les documents des mains de son avocat, feuilleta nerveusement les pages pour vérifier les signatures, et, lorsqu'il vit tout ce qu'il voulait voir, esquissa un large sourire. Un poids immense venait, pensait-il, de tomber de ses épaules. Il se sentait libre, libre de promener Victoria à son bras au grand jour, libre de jouir d'une richesse qu'il avait pris l'habitude de présenter comme le fruit exclusif de son travail, sans se souvenir de l'origine réelle de tous ses comptes et de ses actifs. Je me levai de ma chaise, passai la main sur le tissu de ma robe pour en lisser les plis et le regardai une dernière fois. Il était occupé à serrer des mains, à recevoir des tapes sur l'épaule, échangeait des plaisanteries avec son avocat, célébrant déjà sa victoire illusoire. Ni moi ni mes intérêts ne faisaient plus partie de sa vision du monde. Sans dire un mot, je me tournai vers la porte et me dirigeai vers la sortie. Mes pas étaient légers, ma poitrine semblait soudain plus dégagée, comme si une lourde dalle posée sur mes épaules venait de disparaître. Derrière moi, la voix de Marcus retentit. Il m'appela, lança quelque chose comme pour me dire de ne pas oublier le chemin du retour, car il ne comptait pas me raccompagner. Je ne m'arrêtai pas et ne me retournai pas. J'ouvris simplement la porte de la salle, sortis dans le couloir animé du tribunal, où les gens attendaient leur tour, vaquaient à leurs affaires, et me dirigeaient vers la sortie, vers le vaste hall où notre chauffeur m'attendait déjà. Dehors, il faisait soleil et étonnamment doux, un temps qui contraste toujours de façon particulièrement crue avec la froideur des relations humaines à l'intérieur des bâtiments officiels. Je m'installai sur la banquette arrière de la berline noire, refermai la portière et, dans un premier temps, expirai profondément. Le chauffeur principal, qui servait notre famille depuis de nombreuses années et m'avait vu dans des états très différents, me demanda avec précaution si tout s'était bien passé. Je hochai lentement la tête, me permettant un sourire à peine perceptible. Sans engager la conversation, je sortis de mon sac de travail une tablette. L'écran s'illumina du logo d'une grande banque privée où étaient concentrés tous nos fonds familiaux et corporatifs. J'entrai un long code complexe, franchis machinalement les niveaux de sécurité renforcés, posai mon doigt sur le capteur pour que le système me reconnaisse comme administratrice principale et l'interface financière familière depuis des années s'ouvrit devant moi. Le schéma montrait clairement plusieurs comptes interconnectés au nom de la société, des comptes personnels distincts et des lignes spéciales créées pour faciliter les opérations quotidiennes.
Pendant toutes ces années, Marcus n'avait eu qu'une carte supplémentaire rattachée à l'un des produits corporatifs, pratiquement sans plafond défini. Il était persuadé qu'il s'agissait de son compte personnel, sur lequel s'accumulaient ses mérites. En réalité, ce n'était qu'un avantage accordé par notre famille au gendre, afin qu'il puisse régler les affaires courantes de l'entreprise. Et par excès de confiance, ou par simple négligence, il ne s'était jamais demandé pourquoi il n'avait ni accès, ni jamais eu accès au compte patrimonial principal. Tous les actifs, la maison dans laquelle nous vivions, les voitures au garage, ses cartes aux noms et statuts éclatants dont il aimait se vanter auprès de ses connaissances, tout cela était rattaché à mon paquet patrimonial, que mon père avait fait établir à mon nom bien à l'avance. Je fis glisser mes doigts sur l'écran, ouvris la section de gestion des accès et consultai la liste des utilisateurs. Le nom de Marcus y figurait, avec la mention qu'il était directeur général du holding et disposait d'un accès complet à certaines opérations internes. Je cliquai sur la ligne portant son nom et passai en mode édition. À cet instant, je n'avais aucun doute. De manière méthodique, sans hésitation, je cochai le blocage de toutes les cartes de crédit supplémentaires, le gel de la possibilité de retirer des espèces et la désactivation du jeton électronique par lequel passaient les gros virements corporatifs. Le système afficha un dernier avertissement, indiquant qu'après confirmation de cette commande, toutes les opérations financières de l'utilisateur désigné seraient stoppées. Je jetai encore un regard à la ligne portant son nom et appuyai sur le bouton de confirmation avec la même fermeté que quelques heures plus tôt, lorsque j'avais signé l'accord de divorce. Pendant quelques instants, l'icône habituelle de traitement des données tourna à l'écran, puis apparut une large notification verte indiquant que l'accès avait été révoqué avec succès. Je m'adossai au dossier moelleux du siège, fermai les yeux et me permis d'imaginer la suite des événements. Quelque part à ce moment-là, tandis que la voiture quittait le parking du tribunal pour s'engager sur l'artère principale de la ville, Marcus gravissait déjà les marches menant à sa soi-disant liberté. Dans sa tête se formaient sans doute des tableaux de festins grandioses célébrant le divorce. Je connaissais trop bien son caractère. Marcus faisait partie de ces gens qui ont vitalement besoin de l'admiration des autres. Il devait prouver à tous, et surtout à ma famille, qu'il pouvait être heureux et prospère sans moi et sans notre argent. Il exposerait avec plaisir une opulence apparente, pourvu que personne ne remarque que son mariage s'était effondré et qu'il était devenu ce qu'il était en grande partie grâce à notre héritage. Je murmurai doucement, presque à voix basse, un adieu aux années consacrées à ce mariage, me disant quelques mots simples, comme pour refermer une lourde porte. Je ne suis plus cette épouse qui reste à la maison et se tait, faisant semblant de ne pas voir l'ingratitude des autres. Je suis la propriétaire légitime de tout ce qu'il a pris l'habitude d'appeler sien. La berline avançait en douceur dans le flot urbain, m'éloignant du bâtiment gris du tribunal vers notre bureau et une nouvelle vie. Dans l'habitacle régnait un silence agréable, seulement troublé par le bourdonnement lointain des voitures et le ronronnement régulier du moteur. Je déverrouillai mon téléphone et ouvris la messagerie. Un nouveau message de Harald clignotait déjà, un parent éloigné et l'homme à qui mon père, de son vivant, faisait confiance pour les affaires autant qu'à lui-même. Toutes ces années, il m'avait aidé à surveiller les choses en coulisses, laissant Marcus se sentir un grand dirigeant. Le court message disait « La première phase de notre plan est-elle terminée ?» Je lui répondis que les papiers du divorce étaient signés et que l'accès financier de mon ex-mari était entièrement bloqué. J'ajoutai ensuite qu'il devait se préparer à l'étape suivante, car la véritable partie ne faisait que commencer, et que cette fois, les pièces sur notre échiquier commun, c'était moi qui les déplaçais. Comme je m'y attendais, le jour même du tribunal, Marcus ne resta pas tranquille. Il brûlait intérieurement du désir de prouver à tous, et avant tout à ma famille, que sans moi et sans notre argent, il ne ferait que s'élever encore plus haut qu'auparavant. Plus tard, grâce aux rapports, aux échanges et aux conversations avec différentes personnes, je reconstituais son itinéraire presque heure par heure et pouvais presque le voir de mes propres yeux, gonflé d'orgueil, quittant le tribunal à bord de notre berline de service, s'arrêtant devant la maison où Victoria s'était déjà installée, et, sans s'accorder une minute de réflexion, l'appelant depuis la rue pour l'emmener au centre de Munich,
dans ce même hôtel 5 étoiles sur les rives de l'Isard, où, dans notre ville, les politiciens et les propriétaires de grandes entreprises aiment organiser des mariages de rêve. Victoria, comme me l'ont ensuite raconté les employés de l'hôtel, descendit déjà parfaitement apprêtée, dans une robe claire et étroite, avec une coiffure que l'on fait habituellement aux mariés, pas à de simples compagnes. Elle s'assit à côté de Marcus, comme si elle occupait déjà le statut de maîtresse légitime de tout ce qu'il considérait comme sien, et tout au long du trajet, elle bavarda sur le choix des fleurs, naturelles ou artificielles, à placer sous l'arche, sur la teinte que devait avoir le textile des tables, et sur le fait que le champagne devait impérativement être celui qu'elle avait vu chez des influenceurs célébrant leur fête avec faste. Marcus acquiesçait, jouait son rôle avec importance, et j'en suis sûr, voyait déjà mentalement les photos de ce banquet se répandre parmi ses connaissances, avec, dans les commentaires, quelqu'un de nos amis communs écrivant que, voilà, même sans son ancienne épouse, on peut très bien s'offrir une belle vie. Lorsqu'ils entrèrent dans le hall de l'hôtel, où flotte toujours une odeur de café cher et de bois ciré, Marcus, d'après ce que m'a rapporté plus tard le directeur, exigea immédiatement que l'on fasse venir le responsable du service des banquets. Les administrateurs et les chefs de service de garde ne l'intéressaient pas. Il lui fallait quelqu'un d'un certain niveau. Dans son esprit, cela signifiait qu'il se situait lui-même au-dessus des simples clients. On les conduisit dans un bureau séparé avec une fenêtre panoramique. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume impeccable, étala devant eux des dossiers brillants contenant les offres. Victoria les feuilletait comme si elle choisissait non pas des services, mais de nouveaux jouets. Elle s'arrêta sur le forfait que l'hôtel appelait en interne le mariage royal. Rien que pour la salle et le menu de base, la somme approchait les 100 000 €, sans compter la décoration, l'alcool supplémentaire, les musiciens et autres caprices qu'elle commença déjà à énumérer sans même regarder Marcus. Marcus, naturellement, ne tenta même pas de faire preuve de modestie. Selon le directeur, il se contenta de sourire et déclara qu'il prenait ce qu'il y avait de plus cher, parce que moins ne lui convenait pas, ajoutant encore quelques exigences particulières concernant le menu et le service, afin que tout soit au niveau auquel il était habitué. Le directeur acquiesça poliment, calcula le montant prévisionnel et, lorsque la question des délais et du paiement fut abordée, expliqua calmement qu'avec un laps de temps aussi court avant la date, il leur fallait au moins la moitié de la somme immédiatement, et idéalement la totalité, afin de bloquer la date et d'engager tout le personnel dans les préparatifs. Dans la vie courante, à ces mots, les gens commencent à réfléchir, à faire des calculs dans leur tête, à jauger leurs possibilités. Mais Marcus sortit de son portefeuille en cuir une carte noire, qu'il avait auparavant utilisée avec plaisir dans les restaurants, la posa sur la table avec ce geste caractéristique, comme s'il abattait un atout, et s'adossa au dossier de son fauteuil. Le directeur prit la carte et la passa dans le terminal. Marcus, d'après le récit, ne regardait pas l'appareil à ce moment-là, mais Victoria, cherchant dans ses yeux l'émerveillement à l'idée de la fête à venir, jusqu'à ce que le petit écran du terminal émette un bip et affiche une inscription courte, mais très désagréable. Le directeur mit cela sur le compte d'un dysfonctionnement, répéta l'opération une seconde fois. Mais le résultat fut le même. À l'intérieur de Marcus, à cet instant, j'en suis presque certaine, quelque chose se contracta froidement, mais à voix haute, comme le font souvent ce genre de personnes, il se mit à rire, déclara que la carte avait sans doute simplement été trop utilisée au fil des années. Il payait avec trop souvent. Et sortit une autre carte, une platine d'une autre banque, convaincu qu'au moins l'une fonctionnerait. Le terminal réfléchit de nouveau, émit un bip, et l'écran indiqua qu'il fallait contacter la banque. Les visages des employés de l'hôtel changèrent légèrement, et le sourire de Victoria, assise à côté de lui, vacilla pour la première fois. Elle n'aimait pas que quelque chose puisse mal tourner dans une histoire où elle ne devait apparaître que comme la gagnante. Marcus s'agita, se mit à expliquer à voix haute, pour que tout le monde entende, qu'il s'agissait sûrement d'un problème technique de la banque, que, en tant que client important, on cherchait sans cesse à le protéger contre les fraudes, et que pour les grosses sommes, des vérifications supplémentaires pouvaient se déclencher. Il parlait sur le ton d'un homme simplement retenu à un contrôle,
et non comme quelqu'un à qui le système venait de refuser 2 fois de suite. Pour ne pas perdre la face, il sortit de sa mallette un formulaire à en-tête de l'entreprise, le même ordre de paiement papier utilisé habituellement pour régler les événements corporatifs. Il y inscrivit rapidement le montant, signa et, en apposant le cachet de la société, assura le directeur qu'il s'agissait d'un paiement d'un holding solide, que l'argent arriverait sans aucun problème et qu'il était simplement pressé et n'avait pas le temps de s'occuper des caprices du logiciel bancaire. Le directeur accepta les documents, nota que la réservation avec dépôt était enregistrée au nom de la société et confirma provisoirement la date, estimant qu'avec ce genre de client, il valait mieux éviter les conflits inutiles. Les aventures de la journée ne s'arrêtèrent pas là. Victoria entraîna aussitôt Marcus dans une bijouterie, puis dans un salon de robes de mariée. Il lui fallait, comme elle le disait, une pierre qui éblouisse tout le monde et une robe que personne d'autre n'aurait. Là, Marcus, sentant déjà la fine couche de glace commencer à bouger sous ses pieds, décida de tenter un paiement avec sa carte de débit. La somme était bien plus modeste que celle de la salle, mais il se heurta au même refus glacial. Le terminal afficha un message de blocage temporaire. La caissière, habituée aux clients aisés, le regarda avec cette expression indescriptible où se mêlent politesse et légère compassion. Il tenta de faire un virement via l'application mobile, mais le téléphone afficha une notification indiquant que l'accès au compte était limité et qu'il fallait s'adresser à une agence bancaire. La sueur perla à ses tempes, déjà plus à cause de la chaleur. Bien sûr, il n'avoua rien à Victoria. Il lui servit en une seule journée un tel amas de raisons techniques que n'importe quel informaticien s'en serait lassé. Virus sur le téléphone, mise à jour du système bancaire, prétendue vérification de sécurité. Il promit que le lendemain matin tout serait réglé et qu'il ferait encore les magasins comme elle le souhaitait. Pour l'instant, il dut l'emmener hors de la boutique presque les mains vides, ne lui laissant pour consolation que la promesse d'un futur festin qu'il croyait déjà avoir réservé. Lorsqu'il se retrouva seul dans la voiture, il passa à des tentatives plus terre à terre. Marcus appela sa mère, comptant qu'en dernier recours il pourrait lui emprunter de l'argent liquide, se rendre à la banque la plus proche, colmater provisoirement les brèches et régler les choses ensuite. Mais à l'autre bout du fil, ce ne fut pas une sollicitude bienveillante qui l'attendait, mais une voix dure et fatiguée, que je me rappelais depuis les premières années de notre mariage. Sa mère était déjà au courant du divorce. La famille ne sait pas tenir sa langue, et la nouvelle lui était vite parvenue. Non seulement elle refusa de lui donner le moindre centime, mais elle lui dit sèchement qu'il était seul responsable, qu'il avait perdu une épouse digne et une famille normale, et que désormais, en homme adulte, il devait se débrouiller tout seul. Le téléphone finit projeté sur le siège, comme si le choc pouvait soudain se mettre à imprimer de l'argent. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans le bureau du même directeur d'hôtel, une conversation bien plus professionnelle avait lieu. Conformément à la procédure, il rendit compte par téléphone à mon assistante, lui expliquant que Marcus avait laissé un ordre de paiement officiel de la société pour le banquet. Mon assistante, suivant le plan que nous avions établi à l'avance, lui demanda calmement d'accepter les documents, de poursuivre les préparatifs, comme si tout était parfaitement réglé, sans formuler d'exigences supplémentaires ni inquiéter le client jusqu'au jour du mariage, mais de ne pas encore présenter le paiement à la banque, de le laisser en attente jusqu'à ce que je donne l'ordre. J'avais besoin que Marcus se sente en confiance jusqu'à la toute dernière minute, qu'il accumule les dettes sans remarquer que, sous ses pieds, on retirait lentement et soigneusement tous les appuis. Le lendemain matin, comme je l'ai vu plus tard dans ses messages et ses appels, Marcus se réveilla sans l'euphorie de la veille, dans l'appartement loué qu'ils avaient pris avec Victoria comme nid provisoire. Une lumière douce filtrait à travers les rideaux, mais sa tête était lourde, non pas à cause d'une gueule de bois, mais de cette angoisse poisseuse qui surgit lorsque les soutiens habituels commencent à grincer. Il resta longtemps assis au bord du lit, essayant de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un banal dysfonctionnement bancaire, que lui, directeur d'une grande entreprise, ne pouvait tout simplement pas se retrouver dans la situation d'un homme à qui l'on ferme soudain l'accès à l'argent. Sur son téléphone, aucun message explicatif de la banque,
Seule clignotait encore une notification de Victoria. Elle l'attendait déjà en bas, dans le hall, et lui rappelait la longue liste d'achats. Il enfila sa plus belle chemise, sa montre coûteuse, afin de retrouver au moins en apparence une assurance vacillante, descendit la rejoindre, et elle, comme le racontèrent plus tard les vendeurs, l'entraîna avec la même allure souveraine dans le centre commercial le plus cher, où les vitrines débordent de sacs et de chaussures aux noms prestigieux. Victoria entra dans la boutique, comme dans son propre dressing, sélectionna d'un geste plusieurs sacs, chacun valant le prix d'une bonne voiture d'occasion, enfila quelques paires de talons hauts constellés de pierres et lança avec une désinvolture habituelle à la vendeuse qu'elle prenait tout cela. Marcus était assis sur un canapé moelleux dans l'espace d'attente. Il regardait la pile de boîtes grandir et sentait une sueur froide lui couler lentement le long du dos. Mais lorsque vint le moment de payer, il ne lui restait plus d'option convenable. Il sortit une nouvelle carte, cette fois d'une autre banque, espérant qu'au moins celle-ci fonctionnerait. Le terminal réfléchit, émit un bip et, comme la fois précédente, la jeune femme derrière le comptoir, polie mais visiblement gênée, annonça que l'opération était refusée pour des raisons de sécurité. Il recommença à parler fort, avec une irritation ostentatoire, d'une banque trop zélée qui étouffe ses meilleurs clients. Victoria ne le regardait plus avec admiration, mais avec agacement et une question exigeante dans les yeux. À quoi lui sert un directeur incapable de lui acheter simplement ce qu'elle veut? Pour ne pas se ridiculiser totalement, Marcus sortit non plus des cartes, mais une carte de visite, se présenta comme directeur du holding et entreprit de convaincre l'administrateur qu'il réglerait tout par virement depuis le compte de la société dans les heures à venir, qu'il lui était simplement peu commode de faire une scène avec un terminal et que perdre un tel client serait très désavantageux pour le magasin. Finalement, ils signèrent avec lui une sorte de lettre de garantie, lui remirent les sacs et les boîtes sur parole et dans l'attente du paiement dans la journée. Marcus sortit de la boutique avec le soulagement de quelqu'un qui a réussi à repousser un peu l'échéance, tout en s'étant accroché à un crochet de plus. Cela ne suffisait toujours pas à Victoria. Portée par ses nouveaux achats, elle l'entraîna aussitôt dans un showroom de voitures de luxe tout proche. Elle voulait arriver devant ses amis déjà dans la peau d'une mariée au volant d'une voiture neuve, voyante et chère. Marcus, dont l'orgueil avait toujours pris le pas sur le bon sens, ne put lui dire non, d'autant plus que l'idée lui semblait sans danger. La voiture pouvait être prise en leasing, les paiements étalés dans le temps, et il n'aurait donc pas à utiliser immédiatement ses cartes bloquées. Dans le showroom, un vendeur les accueillit chaleureusement. On proposa à Marcus un essai au volant d'une berline rouge éclatante. Il s'installa, prit le volant, sentit la douceur de la conduite et retrouva, ne serait-ce qu'un instant, cette sensation de puissance à laquelle il s'était habitué au fil des années. Mais la réalité le rattrapa dans le bureau vitré du responsable, lorsque celui-ci saisit ses données dans le système. D'abord souriant, il devint ensuite tendu, appela un supérieur. Tous deux restèrent longtemps penchés sur l'écran, échangeant à voix basse et jetant parfois des regards vers Marcus. Celui-ci finit par perdre patience, frappa la table de la paume et exigea des explications. On n'avait pas l'habitude de refuser quelqu'un de son rang. Le responsable principal, le visage fermé, expliqua que le système de financement automobile avait opposé un refus en raison d'une inscription sur une liste interne et que, selon leur base de données, une vérification était en cours concernant les actifs et les revenus de Marcus, liés à un litige de propriété et au gel d'une partie des biens. Par conséquent, aucune banque n'était prête à lui accorder un crédit ou un leasing. Pour Marcus, les mots « litige de propriété » sonnèrent comme une langue étrangère. Il explosa, se mit à crier qu'il s'agissait d'une erreur, qu'il était directeur d'une grande entreprise, qu'il gagnait énormément, qu'il n'avait jamais eu de retard de paiement. D'autres clients commencèrent à s'arrêter autour d'eux. Victoria, qui se prenait en photo près de la voiture rouge, accourut paniquée et demanda ce qui se passait. Il la saisit par le bras et l'entraîna brutalement vers la sortie. Sur le chemin jusqu'à la voiture, il continua longtemps à invectiver tout le salon contre le service déplorable et les employés incompétents, mais le fait restait le même. Ils quittèrent le showroom sans voiture, avec une réputation entachée et des doutes encore plus lourds dans sa tête.
Déjà assis dans sa vieille voiture, toujours de fonction, Marcus pensa enfin à appeler non seulement sa mère, mais aussi sa secrétaire et le directeur financier, leur demandant d'un ton tout aussi irrité ce qui se passait avec le jeton d'accès au compte, pourquoi les paiements ne passaient plus et d'où venait ce gel des actifs. En réponse, il entendit une voix confuse et tendue. Dès le matin, dès que j'avais appuyé sur quelques boutons dans le système bancaire, tous ses pouvoirs avaient été annulés, le jeton bloqué, et la banque avait officiellement informé la société que désormais toute opération importante nécessitait l'accord de la nouvelle personne habilitée, c'est-à-dire moi. Et c'est précisément à ce moment-là que Marcus se retrouva pour la première fois face à face, non pas avec des caprices de système, mais avec une vérité invisible et pourtant très simple. Toutes ces années, il n'avait pas utilisé son argent, mais le mien, et en un seul jour, ce flux s'était tari pour lui comme un lit asséché. Le soir même, lorsqu'on lui expliqua enfin clairement que toutes ses prérogatives étaient suspendues et que toute opération majeure devait désormais passer par mon autorisation, Marcus était assis à la table de son appartement provisoire, fixant l'écran de son ordinateur portable, comme s'il allait soudain s'excuser et tout remettre en ordre. Dans les échanges avec le directeur financier, il était clairement indiqué que la banque avait changé le principal mandataire pour la gestion des comptes, que mon statut de propriétaire légitime était confirmé par tous les documents, et que sa clé électronique et sa signature étaient en mode blocage. On lui proposait de convenir avec moi d'une procédure de passation et d'un schéma temporaire lui permettant de continuer à gérer l'opérationnel sans accès aux actifs hérités. Mais Marcus, habitué depuis des années à ce que le monde se plie dès qu'il élevait la voix, se contenta de serrer les mâchoires et de leur envoyer un message sec et agressif, affirmant que si lui, le directeur, n'était pas apprécié, il trouverait bien un moyen de se passer de cette entreprise. Le téléphone reposait à côté de lui, l'écran s'illuminait par intermittence. Victoria lui envoyait de nouveaux messages. Elle avait trouvé une autre robe parfaite, une amie conseillait de réserver une chanteuse plus chère. Il fallait penser au feu d'artifice, un tel jour n'arrive qu'une fois. Il lui répondait brièvement, avec des excuses sur le travail et le fait qu'il était occupé, et chaque fois qu'il envoyait une phrase, une nausée mêlant peur et colère montait en lui, car pour la première fois de sa vie, il dut admettre, fût-ce seulement pour lui-même, que sans mon accord tacite, il n'avait ni argent ni véritable pouvoir. Après un certain temps, lorsqu'il devint clair qu'aucun appel à la banque, ni aucune tentative de prouver qu'il était le véritable maître ne changeait quoi que ce soit, il se décida enfin à composer mon numéro. Il fit les 100 pas dans la pièce, serrant le téléphone dans sa main, le portant à son oreille, puis le reposant sur la table, se souvenant de la façon dont, le matin même au tribunal, il avait proclamé haut et fort qu'il ne m'appellerait jamais, que c'est moi qui viendrais lui demander de l'aide. Mais la réalité lui arrachait peu à peu ce masque, et à un moment donné, la tonalité retentit. J'étais alors assise dans mon bureau, des dossiers soigneusement alignés sur la table devant moi, et Harald expliquait calmement, d'un ton presque sec et professionnel, quelles démarches avaient déjà été entreprises. Les notifications de changement de pouvoir avaient été envoyées à la banque, l'avocat de l'entreprise avait préparé un dossier en vue d'un éventuel dépôt de plainte si Marcus continuait à falsifier des décisions de la société et à effectuer des paiements à son profit. Les auditeurs avaient recommencé à passer en revue les dépenses des derniers mois afin de pouvoir, le cas échéant, établir précisément où et sur l'initiative de qui l'argent avait disparu. Le téléphone posé à côté vibra. L'écran afficha un nom familier, et sans changer d'expression, je passai mon regard de Harald à l'appareil. « Tu réponds » demanda-t-il calmement, comme quelqu'un qui avait vu de telles scènes des dizaines de fois dans la vie des autres et comprenait parfaitement que, de l'autre côté de la ligne, ce n'était pas tant l'amour ou la douleur qui faisait rage, mais l'orgueil blessé. Je hochai la tête, pris le combiné et attendis que la tonalité laisse place à sa voix lourde, contenue de colère. Marcus ne salua pas, ne demanda pas comment j'allais, entra immédiatement dans les reproches. Quels étaient ses jeux? Pourquoi ses cartes étaient rebloquées? Pourquoi on l'empêchait de disposer de l'argent de l'entreprise, grâce auquel, selon lui, il avait hissé le holding au sommet? Comment j'osais?
alors qu'il se considérait comme le véritable propriétaire, le confronter à des refus aussi humiliants dans les magasins et les salons. J'écoutais en silence. Harald n'intervenait pas, se contentant de graver mentalement chaque phrase, sachant reconnaître à la voix à quel point un homme est déjà acculé. Lorsque Marcus, à bout de souffle, exigea que je rétablisse immédiatement la situation, faute de quoi il, selon ses termes, alerterait tous nos amis communs et leur raconterait combien j'étais ingrate et cruelle, je lui répondis simplement, d'une voix un peu plus calme que d'habitude, que je ne jouais pas à des jeux et que j'agissais strictement dans le cadre des pouvoirs que mon père m'avait laissés, et que lui-même, Marcus, avait reconnu et confirmé en signant les papiers du divorce sans aucune revendication sur les biens. Il m'interrompit, affirma que ce n'était que des formalités, que j'aurais dû, humainement, lui laisser son niveau de vie habituel, qu'il avait non seulement perdu sa famille, mais se retrouvait maintenant à la rue. Sans élever la voix, je lui expliquai que personne ne le mettait dehors, qu'un schéma tout à fait honnête lui était proposé. Continuer à travailler comme directeur, percevoir le salaire convenu à l'avance, utiliser la voiture et le bureau de fonction, mais qu'il ne pourrait plus disposer des actifs hérités liés au nom de mon père. Il n'y avait là ni vengeance ni cruauté, seulement le retour de chaque chose à sa place initiale. À un moment, lorsque je prononçais le mot « héritage », Marcus perdit le contrôle, cria que c'était lui qui avait fait grandir l'entreprise, que sans lui, tout s'effondrerait, que personne ne traiterait Harald avec autant de respect s'il partait en emmenant toute l'équipe dirigeante. Il criait qu'une nouvelle vie l'attendait, une nouvelle famille, qu'il organiserait un mariage dont mes proches parleraient longtemps, et qu'on verrait bien qui serait le perdant. Je le laissai parler, puis prononçai calmement une seule phrase, après laquelle un silence suspendu s'installa un instant dans le combiné. Je lui dis que je lui souhaitais du bonheur dans son nouveau mariage, mais que je lui rappelais que toute tentative de payer des caprices personnels avec les fonds de l'entreprise serait soigneusement consignée et transmise là où l'on traite ce genre de choses sans beau discours. Après cela, sans dire au revoir, il raccrocha. Je reposai le téléphone sur la table et inspirai profondément. Harald se contenta d'acquiescer, comme pour cocher mentalement qu'une étape de plus de notre partie s'était déroulée exactement comme prévu. Désormais, chaque geste financier superflu de Marcus ne serait plus un simple caprice, mais une ligne supplémentaire dans un futur dossier pénal si l'affaire allait jusque-là. Ma tâche n'était plus de le retenir de commettre des erreurs, mais de lui permettre de révéler pleinement sa nature, afin qu'aucun enquêteur ni aucun juge ne puisse douter de qui avait disposé de l'argent d'autrui et de quelle manière. Les jours suivants, il les passa à osciller entre des tentatives de préserver l'apparence de son ancienne opulence et des chocs de plus en plus fréquents contre le mur invisible qu'il avait lui-même rendu transparent pendant des années, uniquement parce que je lui avais silencieusement permis de le traverser. Il appelait la banque, exigeait de parler à la direction, menaçait de transférer tous les actifs chez des concurrents, puis tentait d'activer d'anciennes relations. Un financier de connaissance lui promit de lui indiquer une voie de contournement, mais après avoir examiné les documents, il se contenta de hausser les épaules et lui dit honnêtement que les papiers de divorce signés et la réattribution des pouvoirs laissaient à Marcus, au mieux, le rôle d'un employé très bien payé, certainement pas celui d'un propriétaire. La seule bouée à laquelle il continuait de s'accrocher était cette liasse de contrats et de lettres de garantie qu'il avait distribuées à l'hôtel, à la boutique, au salon et aux autres prestataires du mariage de ses rêves. Partout, il était indiqué que le paiement serait effectué au nom de la société. Selon sa logique, puisqu'il avait déjà signé, la firme réglerait ensuite. Une fois encore, il se rassurait en se disant que s'il ne parvenait pas à récupérer ses pouvoirs, il tirerait au moins jusqu'au bout tout ce qu'il pouvait de cette ressource et qu'il se débrouillerait ensuite. Dans son esprit, ces actes n'étaient ni une trahison ni un vol. Il était convaincu d'y avoir un droit moral. Victoria, contrairement à lui, vivait dans une réalité totalement différente. Les subtilités juridiques ne l'intéressaient pas. Elle était absorbée par les essayages, les rencontres avec les décorateurs, le choix des gâteaux, des groupes de musique, des photographes et des vidéastes. Elle organisait chez elle de petites répétitions de maquillage, discutait avec ses amis de celle qui se placerait le plus près de l'allée pour mieux voir son entrée. Parfois, lorsque Marcus se montrait trop sombre,
Elle levait les bras et lui demandait avec reproche s'il n'avait pas finalement changé d'avis au sujet du mariage. Il se mettait alors aussitôt à jouer les martyrs, assurant qu'il était simplement épuisé par le travail et par le contrôle constant de son ex-femme et de son oncle, qualifiant presque Harald d'usurpateur qui lui aurait volé son œuvre. Pendant ce temps, moi, méthodiquement, jour après jour, je continuais à préparer le terrain. Mon avocat contacta la même banque privée et les informa officiellement que tous les paiements effectués au nom de la société et signés par Marcus après la date du divorce devaient faire l'objet d'un contrôle supplémentaire, en particulier lorsqu'il s'agissait de sommes importantes versées à des personnes physiques liées à sa vie personnelle. Les auditeurs procédaient à la vérification des dépenses des dernières années et y découvraient déjà de nombreuses transactions étranges vers des comptes tiers, des consultations et des services prétendument réglés, derrière lesquels se cachaient en réalité ses cadeaux et ses divertissements. Harald insista pour que nous ne frappions pas trop vite, que nous n'ouvrions pas immédiatement une procédure, mais que nous donnions à Marcus la possibilité d'atteindre le point de non-retour, le moment où tous ceux qui avaient cru à ses belles paroles seraient réunis autour de lui. Pour moi, il était particulièrement important que parmi les invités du futur mariage ne figurent pas seulement ses nouveaux amis et les proches de Victoria, mais aussi nos connaissances communes et même plusieurs personnes de ma famille qu'il avait invitées sans la moindre gêne, afin, pensait-il, de me mettre une fois de plus le nez dans son prétendu bonheur. Lorsque ma cousine m'apporta une enveloppe élégamment décorée avec l'invitation, où figuraient en lettres dorées son nom et celui de Victoria, la date et le lieu de la célébration, je restai longtemps à regarder ce rectangle de carton, sentant sous mes doigts le papier épais, et je compris que c'est précisément là, sous les lustres de cristal, parmi les nappes blanches et les sourires, que toute la préparation que nous menions aujourd'hui dans le silence des bureaux trouverait son utilité. « Tu y iras » demanda ma cousine. Dans sa voix, il y avait plus d'inquiétude que de curiosité. Elle ne savait pas tout, mais suffisamment pour comprendre à quel point une telle soirée pouvait être éprouvante. « J'irai », répondis-je avec un calme comme s'il s'agissait d'une réunion de travail, et non de mon propre ex-mari organisant un festin sur les restes de la confiance d'autrui. « Et toi aussi, si tu es invité. Fais simplement attention et ne signe rien, même s'il te demande de poser avec une sorte de certificat factice de bonheur. » J'essayais d'adoucir la phrase par un sourire, mais on y sentait malgré tout de l'acier. La veille du mariage, je rencontrai Harald et notre juriste dans la même banque privée, où tous nos comptes familiaux avaient autrefois été ouverts. Dans la salle de réunion, habillée de bois et de verre, flottait l'odeur du café fraîchement préparé. Le chef de la sécurité de la banque posa sur la table un dossier. À l'intérieur se trouvaient des impressions des tentatives de paiement, des lettres de garantie signées par Marcus, ainsi que ces mêmes ordres de paiement non transmis portant sur des sommes importantes au profit de l'hôtel, des fournisseurs et des magasins. Son doigt soigné s'arrêta sur l'une des pages, et il dit que, selon les règlements internes de la banque, de telles actions entraient déjà dans la catégorie d'une tentative d'utilisation abusive de fonds appartenant à autrui. « Mais pour l'instant, ce n'est qu'une tentative », précisa le juriste en levant les yeux vers moi. « Nous pouvons déposer plainte dès aujourd'hui, ou bien attendre qu'il présente lui-même publiquement ses dépenses comme ses propres réussites, qu'il s'en vante devant tout le monde, qu'il les expose au grand jour, puis montrer à tous avec quel argent il a, en réalité, organisé cette fête. Et alors le coup ne sera pas seulement juridique, mais aussi réputationnel. » Je restais silencieuse un moment, me rappelant toutes ces scènes où Marcus, lorsqu'il était encore mon mari, aimait porter des toasts sur la façon dont il avait tout bâti à partir de rien, comment il distribuait généreusement des promesses d'aide à ceux qui traversaient des difficultés, tout en évitant toujours de mentionner que derrière lui se trouvaient des années de travail de mon père et le labeur méthodique de personnes comme Harald. Finalement, je hochai la tête et dis que nous attendrions. Le mariage serait la meilleure scène pour que chacun voie le véritable auteur du scénario. Lorsque nous sortîmes de la banque, le jour déclinait déjà vers le soir. L'air sentait l'asphalte humide et l'orage approchant. Je m'arrêtai sur les marches, regardai en direction de la rivière,
où brillaient au loin les lumières de cet hôtel même qui se préparait à la célébration de l'année, et je ressentis soudain un calme inattendu. Je savais qu'un soir difficile m'attendait, où il faudrait regarder en face des gens qui avaient déjà enterré mentalement notre mariage et pris parti, mais la certitude que je ne me vengeais pas par colère, que je rendais simplement à chacun ce qui lui appartenait, me donnait une étrange et solide sensation d'appui, comme si je n'étais pas au bord d'un précipice, mais sur une route droite que je choisissais enfin moi-même. Et lorsque, la veille du mariage, arriva le dernier message de Harald, indiquant brièvement que tous les documents étaient prêts, que la banque et la société avaient officiellement consigné chaque démarche de Marcus, et que l'hôtel avait confirmé que la fête se déroulerait strictement selon le scénario approuvé, je fermai le téléphone, posai soigneusement l'invitation sur la table, et me dis mentalement que le lendemain ne serait pas simplement un mariage étranger, mais le jour où la vérité cesserait de chuchoter dans les coins pour entrer au centre de la salle, sous les projecteurs. Le matin du jour du mariage commença étonnamment calmement. Je me réveillais avant le réveil, non par nervosité, mais à cause d'un sentiment intérieur que la longue et lourde étape de ma vie touchait naturellement à sa fin. Dehors, au-dessus de Munich, le jour commençait à peine à poindre, une pluie légère tambourinait doucement sur le toit, promettant pour le soir un temps clair et pur. Je restai un moment allongé, regardant le plafond, à l'écoute de moi-même, cherchant honnêtement la moindre trace de jalousie ou de douleur. Mais il n'y avait là qu'une attente calme et ferme de ce qui devait arriver. Je me levai, préparai un thé fort, m'assis à la petite table de la cuisine et disposai devant moi tout ce dont j'aurais besoin aujourd'hui. D'un côté, se trouvait l'invitation soigneusement pliée au mariage de Marcus et Victoria, de l'autre une fine chemise contenant les copies des documents préparés par le juriste et la banque, et à côté un petite enveloppe dans laquelle, sous une pochette transparente, se trouvaient les impressions de ces mêmes lettres de garantie, ordres de paiement et échanges où Marcus promettait si généreusement de financer toute cette fête aux frais de la société. Je passai le doigt sur le bord de l'enveloppe, comme pour vérifier qu'elle était bien là, bien que je l'ai déjà fait plus d'une fois ces derniers jours. Dans l'armoire m'attendait une robe, ni noire, ni de deuil, mais simple, bleu foncé, à manches longues et à encolure discrète, du genre que l'on porte non pour pleurer ou envier la joie d'autrui, mais pour une réunion professionnelle importante où il faudra dire des choses qui mettront beaucoup de gens mal à l'aise. J'avais préparé sur l'épaule un manteau clair et léger. La météo permettait de se passer de vestes épaisses, et pour la tête, le même foulard soigné que celui que je portais au tribunal. Il était devenu pour moi une sorte de signe silencieux que je restais moi-même en toutes circonstances, sans me transformer en caricature de qui que ce soit. Pendant que je m'habillais, le téléphone vibra brièvement sur la table de nuit. Un message de Harald arriva. Il n'y avait que quelques mots, mais il portait toute sa rigueur professionnelle. Il écrivait que les représentants de la banque et notre juriste étaient déjà sur place à l'hôtel, que le service de sécurité était informé et prêt, et que parmi le personnel de la salle se trouvaient des personnes capables, si nécessaire, d'isoler Marcus et d'attendre l'arrivée d'une équipe d'enquête, si les choses allaient jusque-là. Je lus le message, hochai la tête pour moi-même, bien qu'il ne puisse le voir, et répondis que je partais selon le plan, lui demandant de rester pour l'instant dans l'ombre, de ne pas se montrer tant que son intervention ne serait pas requise. Sur le chemin de l'hôtel, le chauffeur me jetait parfois des regards furtifs dans le rétroviseur. Il avait été avec moi pendant toutes les années du mariage, nous avait conduits au tribunal et en retour, connaissait trop bien Marcus pour ne pas comprendre que cette journée serait pour lui une épreuve non seulement financière, mais aussi morale. Finalement, il n'y tint plus et me demanda à voix basse si j'étais certaine de vouloir tout voir de mes propres yeux. N'aurait-il pas été plus simple de confier la partie administrative au juriste et de rester chez moi? Je lui souris, un peu fatigué, et lui dis que j'avais vécu trop longtemps dans le rôle de l'épouse commode et silencieuse pour me cacher maintenant derrière le dos de quelqu'un d'autre. J'ajoutais qu'au moment où la vérité éclaterait, je devais être là où tout avait commencé, sinon cette histoire garderait toujours un sentiment d'inachevé. L'hôtel lui-même, sur les quais de l'Isard, était décoré exactement comme Victoria devait en rêver. Dès la rue,
On voyait à travers les portes vitrées scintiller les guirlandes lumineuses, et le long de la rampe de l'escalier descendaient des cascades de fleurs. À l'entrée, des photographes s'agitaient, captant chaque geste des invités. Les voitures qui arrivaient se garaient le long du trottoir. Des salons sortaient des hommes en costume et des femmes en robe du soir. Certains se saluaient en s'embrassant, d'autres lançaient des regards rapides et curieux autour d'eux, essayant de deviner si, quelque part dans la foule, apparaîtrait moi, l'ex-femme, dont on murmurait presque autant que de la future mariée. Je demandai au chauffeur de s'arrêter un peu plus loin, près du bâtiment voisin, afin d'approcher à pied et de ne pas provoquer une scène trop démonstrative. Je tenais la sacoche contenant les documents fermement par la poignée, comme s'il ne s'agissait pas simplement d'un accessoire en cuir, mais de quelque chose de bien plus lourd. Après avoir refermé la portière, j'inspirais l'air frais, mêlé d'odeurs de rivière, d'herbes fraîchement coupées du square voisin et de parfums coûteux provenant des passants, et je me dirigeais d'un pas calme et mesuré vers l'entrée de l'hôtel. Me reconnut aussitôt. Inclina poliment inclina poliment la tête et, sans geste brusque, me suivit du regard jusqu'à l'ascenseur, en faisant signe au garde de sécurité. Celui-ci fit semblant d'être occupé par sa radio, mais je remarquai comment il inclina légèrement la tête, écoutant des instructions dans son oreillette. Le bureau où, un autre jour, on nous aurait servi du café et proposé de discuter d'un événement d'entreprise, servait aujourd'hui de point de rassemblement discret pour ceux qui savaient que cette fête reposait sur de l'argent et des mensonges étrangers. Il m'y attendait déjà. Harald était assis près de la fenêtre, son visage, comme toujours, calme, mais dans ses yeux se lisait la concentration d'un homme habitué à calculer plusieurs coups à l'avance. À côté de lui se trouvait le même dossier que j'avais vu à la banque. En face, notre juriste, un jeune homme à lunettes qui me paraissait encore récemment trop doux pour des affaires dures, mais qui, ces dernières semaines, avait montré qu'il savait faire preuve de fermeté lorsqu'il s'agissait de justice. Ils se levèrent à mon arrivée et me saluèrent. Harald me demanda si j'étais prête à ce qui allait se passer dans la salle, et me rappela que si, à un moment donné, je sentais que les émotions prenaient le dessus, il n'y avait absolument aucune honte à sortir quelques minutes, à reprendre mes esprits et à revenir ensuite, l'esprit clair. Je ne suis pas venu ici pour un spectacle, dis-je doucement, en m'asseyant sur le bord de la chaise et en ajustant le pli de ma robe. Mais pour que chacun de ceux qui écouteront aujourd'hui ces toasts entende ensuite aussi notre version de l'histoire et voit au frais de qui toute cette fable a été montée. Le juriste étala devant moi les documents et, une dernière fois, rappela précisément quelle somme Marcus avait tenté de faire passer et à quelle date, quelle lettre il avait signée au nom de la société où l'argent devait être versé, hôtel, boutique, salon, fournisseur de décors, son, lumière, photographe. Tout était présenté comme si le holding créé par les mains de mon père s'était soudain transformé en portefeuille personnel d'un seul homme ayant décidé de célébrer son nouveau mariage en grand, sans y investir un seul euro gagné honnêtement. À la fin de la liste, sur une ligne séparée, figurait cet ordre de paiement au profit de l'hôtel, qui n'avait jamais été transmis à la banque et n'avait été conservé que dans les dossiers du directeur. Jusqu'au moment où il lèvera le premier verre et annoncera à tous qu'il a tout payé lui-même, rappela Harald. Nous ne disons rien, nous n'intervenons pas, nous ne perturbons rien. Que son spectacle se déroule exactement comme il l'a prévu. Ce n'est qu'après que vous sortirez et que nous énoncerons ensemble les faits. Ensuite, chacun tirera ses propres conclusions, les invités, la presse et ceux dont c'est le devoir de s'en occuper. Je hochai la tête, pris une profonde inspiration et sentis mon cœur battre un instant plus vite, avant de retrouver son rythme habituel, régulier. Je n'éprouvais aucun désir de crier, de pleurer ou de faire une scène, seulement la certitude que si la vérité devait résonner fort, il valait mieux qu'elle le fasse non sous forme de commérage de cuisine, mais sous les voûtes d'une salle où, quelques heures plus tôt, Marcus avait sans doute répété des phrases grandiloquentes sur l'amour, la fidélité et sa nouvelle vie. Lorsque je montais dans la salle de banquet, la cérémonie avait déjà commencé. Les invités prenaient place autour de tables rondes couvertes de nappes blanches.
Au centre de chacune se dressaient de hautes compositions florales, si denses que leur parfum éclipsait l'odeur des hors-d'œuvre chauds. Les serveurs en chemise blanche et gilets sombres glissaient entre les rangées, disposant les verres et les remplissant de vin pétillant. Sur scène, on installait le matériel pour le groupe de musique, et l'animateur, un jeune homme au sourire entraîné, testait le micro, échauffant sa voix. Je n'entrais pas par l'entrée centrale au bout du tapis rouge, mais par une porte latérale donnant sur le couloir de service. Une chaise m'y avait déjà été réservée, légèrement à l'écart, de façon que je puisse voir toute la salle sans attirer immédiatement l'attention. Quelques personnes de ma famille me remarquèrent, certains levèrent les sourcils, d'autres inclinèrent légèrement la tête. Un cousin, avec qui nous courions autrefois dans la cour pendant l'enfance, s'approcha prudemment et me demanda à voix basse si j'étais sûr de vouloir voir tout cela. Je répondis que oui, et lui demandai simplement de s'asseoir et d'écouter, sans prendre parti. Il me serra la main, comme une promesse, puis retourna à sa place. Au centre de la salle se dressait une arche décorée de fleurs et de tissus, et sur le sol devant elle étaient éparpillés des pétales. Tout avait l'apparence des magazines glacés, nappes parfaitement repassées, éclats des verres, assiettes d'amuse-bouche soigneusement alignées. Seuls ceux qui savaient que derrière cette façade se cachaient des factures impayées et des signatures étrangères percevaient, au cœur de ce luxe, une fine corde de fausseté, tendue à l'extrême, prête à rompre, mais encore silencieuse. Lorsque la musique changea, devenant plus forte et solennelle, l'animateur prit le micro et annonça l'entrée des mariés. Par les portes grandes ouvertes entra Marcus, dans un costume neuf à la coupe impeccable. À son bras, Victoria, dans une robe blanche aux paillettes et aux décolletés trop nombreux pour le goût de ma génération, mais parfaitement conforme à sa vision du conte de fées. Elle tenait son bouquet comme si elle craignait de laisser tomber non pas des fleurs, mais une couronne qu'on ne lui avait pas encore posée, et souriait si largement qu'un instant on pouvait oublier tout le reste, à part sa vanité. Les invités se levèrent, applaudissaient, certains sifflaient, d'autres filmaient la scène sur leur téléphone, enregistrant chaque seconde. Marcus avançait dans l'allée, tenant la main de Victoria, et à chaque pas, son dos se redressait davantage. Il regardait autour de lui, captait les regards, les salutations, hochait la tête vers ceux qu'il jugeait importants. Je vis comment son regard s'attarda sur la table où étaient assis plusieurs de mes proches. Certains baissèrent les yeux, d'autres tentèrent un sourire contraint. Il serra un peu plus fort la main de Victoria, comme pour montrer à tous qu'il avait désormais un nouvel appui, un nouveau trophée, une nouvelle vie dans laquelle je n'avais plus de place. Ils firent un tour d'honneur et prirent place à la table centrale. L'animateur prononça quelques phrases apprises par cœur sur l'amour, le destin et les nouveaux commencements. Les invités burent à la santé des mariés, à leur avenir, à leurs décisions sages. Certains, dans leur toast, se permirent même des allusions peu délicates au fait que toute première tentative dans la vie n'est pas forcément réussie, mais qu'à la seconde, le destin, disait-on, ne se trompe plus. J'écoutais tout cela sans grimacer, notant combien il est facile pour les gens de prononcer des phrases légères et irresponsables sans se soucier de l'expérience amère sur laquelle elles sont bâties. Marcus, échauffé par l'attention et l'alcool, demanda bientôt lui-même le micro à l'animateur, se leva de table et s'avança au centre de la salle. La musique se tuta, les projecteurs se déplacèrent légèrement pour éclairer sa silhouette. Il se tenait là avec l'air d'un homme qui aime être observé par des dizaines de regards, porta le micro à ses lèvres et commença à parler comme on le faisait autrefois lors des banquets des générations précédentes, longuement, avec des pauses, des tentatives de plaisanterie, mais à travers chaque phrase transparaissait la même idée, à laquelle il s'accrochait comme à une bouée de sauvetage. Il remerciait les invités d'être venus partager sa joie, parlait de la difficulté à surmonter le passé, de l'injustice du destin qui enlève parfois à un homme ce qu'il a de plus précieux, mais que s'il est travailleur, talentueux et persévérant, il obtient forcément une chance de seconde félicité. Il ne prononçait pas mon nom, mais tous ceux qui connaissaient notre histoire comprenaient parfaitement de qui il parlait lorsqu'il évoquait ce mariage passé qui pesait depuis longtemps comme un fardeau mort. À un moment, il se permit même de remarquer qu'à présent,
À ses côtés, se trouvait une femme qui l'appréciait à sa juste valeur et ne le considérait pas comme un simple appendice d'un héritage. Ces mots provoquèrent quelques rires étouffés à certaines tables. Quelques personnes acquiescèrent, parmi celles qui n'avaient jamais approfondi les subtilités de nos affaires familiales et pensaient entendre l'histoire banale d'un homme s'étant libéré de l'emprise d'une parenté pesante. Moi, restant dans mon ombre, je sentis comment Harald, installé non loin, se tendit légèrement. Ses doigts se resserrèrent sur l'accoudoir de la chaise, mais sa voix ne trahit rien. En concluant son discours, Marcus leva son verre et, ne dissimulant presque plus son triomphe, déclara que tout ce que les invités voyaient autour d'eux, cette salle, la musique, les fleurs, les mets, était le résultat de son travail personnel, de son succès, de sa capacité à faire vivre sa famille au niveau qu'elle méritait. Il souligna qu'il ne devait jamais rien à personne, qu'il avait tout accompli par lui-même et que sa nouvelle épouse épousait un homme qui savait non seulement parler avec élégance, mais aussi payer ses factures. À ces mots, beaucoup levèrent leurs verres une nouvelle fois. L'air se remplit du brouhaha des voix, du tintement clair du verre contre le verre, et la musique se préparait à repartir de plus belle. Je sentis quelque chose se déclencher silencieusement en moi, non par colère, mais parce que le puzzle venait de s'assembler. De son plein gré, avec plaisir, devant des dizaines de témoins, il venait de s'attribuer des mérites qui n'étaient pas les siens et d'en dire juste assez pour que ses propres paroles deviennent ensuite pour lui un nœud coulant. Je me penchai légèrement en avant et croisai le regard de Harald. Il hocha imperceptiblement la tête. Le juriste se leva, ajusta la chemise contenant les documents. Sur scène, l'animateur s'apprêtait déjà à annoncer la première danse des mariés. Les musiciens prirent les accords d'introduction, la lumière dans la salle devint plus douce. Les projecteurs se concentrèrent sur le centre de la piste où Marcus tenait Victoria par la taille, esquissant les premiers pas de leur danse de nouvelle vie. Les invités souriaient, les filmaient avec leur téléphone, chuchotaient combien ils étaient beaux, combien ils avaient de la chance. Et à cet instant précis, alors que la mélodie entrait à peine dans son rythme habituel et que les lustres scintillaient d'une lumière chaude, plusieurs choses se produisirent simultanément sur un signal invisible aux autres. Le son se coupa net, comme une corde tranchée. Les lumières au plafond s'éteignirent, plongeant la salle dans une quasi-obscurité pendant quelques battements de cœur, et depuis le couloir, vers les larges portes qui servaient jusque-là de décor à la fête, avançaient déjà des personnes dont l'apparition allait transformer ce conte en un rapport très prosaïque sur la cupidité d'autrui. Quand la musique se tut et que les lustres s'éteignirent en même temps, ce silence dense apparut, celui qui n'existe que là où, une seconde plus tôt, les rires fusaient et les mélodies jouaient. Les invités restèrent figés un instant. Certains eurent un rire nerveux, pensant que cela faisait partie du spectacle. D'autres attrapèrent leur téléphone pour allumer la lampe. Des enfants, aux tables du fond, poussèrent des cris ravis, croyant à une surprise. Victoria s'agrippa instinctivement des deux mains aux épaules de Marcus pour ne pas tomber dans l'obscurité, et lui, sursautant, leva la tête vers le plafond assombri et ouvrit déjà la bouche pour s'indigner auprès du personnel, mais il n'en eut pas le temps. Quelques secondes plus tard, une lumière douce et ciblée jaillit de nouveau, non plus au-dessus de la piste, mais près des larges portes menant au couloir. Dans cette lumière se dessinèrent nettement plusieurs silhouettes, et j'entendis, à divers endroits de la salle, quelqu'un expirer doucement en me reconnaissant. À mes côtés marchait Harald, en costume strict, sans aucun accessoire de fête. Un peu derrière, notre juriste et un représentant du service de sécurité de la banque, le même homme qui, la veille encore, me montrait dans la salle de réunion le dossier de documents. Un peu à l'écart, gardant une certaine distance, se tenaient deux personnes en civil, dont la démarche et le regard indiquaient clairement qu'elles avaient l'habitude d'arriver là où le joyeux tumulte cède soudain la place à une conversation très concrète sur la loi. Je marchais calmement, sans hâter le pas. Je tenais le sac contenant les documents dans une main, laissant l'autre libre au cas où il faudrait arrêter d'un geste une ardeur excessive. Les invités assis près de l'allée s'écartaient machinalement, comme devant quelqu'un qui porterait à travers la foule quelque chose de fragile. Certains allongeaient le cou par curiosité, d'autres, au contraire, détournaient le regard.
Au centre de la salle, sur la piste immobilisée, Marcus restait figé. Ses doigts reposaient toujours sur la taille de Victoria, mais l'étreinte s'était relâchée. Dans ses yeux passèrent la reconnaissance, puis la colère, puis cette stupeur désemparée d'un enfant surpris, la main dans le pot de bonbons d'autrui. L'animateur, qui une seconde plus tôt s'apprêtait à annoncer la suite du banquet, regardait tour à tour vers nous et vers Marcus, déconcerté. Le micro dans sa main émit un gémissement de Larsen. Il tenta de dire quelque chose, mais Harald leva la paume pour signifier que ce n'était pas son moment de parler, puis se tourna vers moi, croisa mon regard une seconde et hocha légèrement la tête, comme pour me laisser décider qui ouvrirait cette scène. Je sentis des dizaines de regards se concentrer sur moi, mais à l'intérieur régnait toujours ce même calme égal, avec lequel, autrefois, j'avais apposé ma signature sur les papiers du divorce. Je m'approchais un peu plus du centre, m'arrêtais de façon à voir les mariés et la majorité des invités, pris le micro des mains de l'animateur décontenancé, le remerciais d'un bref signe de tête et portais l'appareil à mes lèvres. Ma voix n'était pas forte, mais suffisamment claire pour être entendue même aux tables les plus éloignées. Je me présentais, bien que la plupart des personnes présentes connaissent déjà mon visage, rappelais qu'il n'y avait pas si longtemps je portais encore le même nom de famille que le marié, et que c'est précisément dans cette ville, dans ce cercle de personnes, beaucoup me connaissaient non seulement comme l'ex-épouse, mais aussi comme l'héritière légitime de la société grâce à laquelle, pendant des années, furent payées non seulement des dépenses professionnelles, mais aussi des caprices plutôt généreux de certaines personnes. Un murmure étouffé parcourut la salle. Quelqu'un reposa son verre, quelqu'un toussa, quelqu'un recula nerveusement sa chaise. Marcus tenta d'avancer et de crier quelque chose, mais Harald le devança en sortant légèrement de l'ombre et se présenta non plus comme le parent éloigné, ainsi que Marcus aimait le qualifier, mais comme le mandataire de confiance de mon père défunt et, de fait, le gestionnaire du holding même dont le nom avait servi ces derniers jours à couvrir les commandes du banquet, la location de cette salle et les montagnes de robes et de bijoux achetés à crédit sur la confiance d'autrui. Il parlait d'une voix sèche et professionnelle, et chaque mot tombait dans le silence comme un clou dans une planche parfaitement ajustée. Pendant ce temps, le juriste s'approcha de la table centrale et disposa soigneusement devant Marcus et Victoria plusieurs feuilles fixées sur une planchette où l'on distinguait les cachets de la société, la signature de Marcus et ces mêmes montants dont nous parlions encore récemment, en cercle restreint, dans la salle de réunion de la banque. À côté de moi, le représentant de la banque leva son dossier et indiqua le directeur de l'hôtel. Celui-ci, se levant de sa place contre le mur, confirma avec embarras que le paiement de ce banquet n'avait toujours pas été reçu et que le seul document en leur possession était une lettre de garantie au nom de notre société, signée par Marcus après qu'il eut perdu ses pouvoirs de gestion des comptes. À ces mots, plusieurs invités aux tables les plus proches pâlirent visiblement en reconnaissant dans le nom de la société celui de leur employeur ou partenaire. Ils se regardaient, murmuraient. Une femme assise près de ma cousine lui souffla à l'oreille si tout cela était vrai, et celle-ci, sans me quitter des yeux, se contenta de hocher la tête. Victoria, elle, restait figée, les doigts crispés sur son bouquet. Son sourire glissait lentement de son visage, laissant place à un mélange de peur et de ressentiment, comme si l'un des invités avait osé une plaisanterie déplacée au pire moment. Marcus finit par exploser. Il arracha de sous la main du juriste la feuille la plus proche, parcourut rapidement les lignes, vit sa signature, son nom, celui de la société, et à côté les mots indiquant qu'agissant prétendument dans l'intérêt de l'entreprise, il s'engageait à régler toutes les dépenses de cette célébration. Puis il releva brusquement la tête et, oubliant toute bienséance, se mit à crier qu'il s'agissait d'un coup monté, que les documents avaient pu être falsifiés, que lui, en tant que directeur, avait le droit de décider de l'utilisation des fonds du holding, que dans cette salle se trouvaient de nombreuses personnes qu'il avait aidées par des primes et des bonus, et que personne n'avait le droit de le traiter de voleur devant sa propre fiancée. Je l'écoutais sans l'interrompre, laissant chacun entendre jusqu'à quel point un homme peut être convaincu que ce qui appartient à autrui lui revient de droit, simplement parce qu'il en a joui longtemps sans contrôle. Lorsqu'il reprit enfin son souffle, je lui rappelai calmement au micro, pour que tous entendent,
que son statut de directeur n'était maintenu que sur le papier et uniquement tant qu'il acceptait de travailler selon les nouvelles règles, mais que l'accès aux comptes hérités auxquels étaient liées toutes ses cartes et ses paiements, il l'avait perdu le jour même où il avait signé notre divorce et renoncé à toute part dans les biens communs, considérant cela comme une victoire. Des rires étouffés retentirent dans la salle, non pas malveillants, mais nerveux. Les gens n'aimaient pas voir une vitrine soigneusement construite s'effondrer sous leurs yeux, mais ils détestaient encore plus réaliser qu'ils avaient cru si longtemps un homme qui, en réalité, dépensait non ce qu'il avait gagné, mais ce qui lui avait été prêté sous forme de confiance. Je tournai alors mon regard vers Victoria et, sans ironie, d'une voix douce mais ferme, lui expliquai que ses robes, ses bijoux, une partie du décor et même une partie des plats servis avaient été commandés et avaient tenté d'être payés via les comptes d'une société à laquelle elle n'avait aucun lien, et que si nous avions laissé passer ces paiements, tout se serait peut-être terminé aujourd'hui par une simple discussion, mais que demain, d'autres personnes auraient pu venir la voir avec des questions sur des biens qui ne leur appartenaient pas. Victoria baissa les yeux, ses lèvres tremblèrent. Un frémissement léger mais perceptible parcourut la salle, comme une vague sur une toile tendue. L'une de ses amies tenta de se lever, indignée, déclarant que tout le monde faisait cela, que les mariés payaient souvent leur mariage avec des comptes professionnels. Mais le représentant de la banque, resté jusque-là silencieux, prit enfin la parole et expliqua calmement qu'il existait une différence fondamentale entre un événement d'entreprise approuvé par un